Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle interview Work 3.0. Aujourd'hui, nous allons parler d'innovation RH et d'employé advocacy et je reçois Maude Grenier. Bonjour Maude. Bonjour Anthony. Tu es très spécialisé sur l'innovation RH. Je pense que ceux qui, sur LinkedIn, suivent ce type de sujet t'ont déjà vu parce que tu es quand même top voice sur le sujet sur LinkedIn. Tu es une experte et conférencière que l'on voit beaucoup et entrepreneuse. Donc, ce qui serait intéressant déjà, si tu pouvais nous dire un petit peu ton parcours et ce qui a créé finalement ce déclic sur le fait que tu t'es passionné pour l'innovation RH en particulier. Bon, déjà, moi, je viens du sud-ouest de la France, donc je suis une campagnarde. Et donc, j'ai grandi plutôt dans un milieu très rural. Et c'est grâce au voyage que je me suis émancipée, jeune, pour pouvoir découvrir le monde et de nouveaux horizons. Et je suis rentrée un peu dans la marmite du recrutement et du RH par hasard, parce qu'à la base, je voulais faire de l'humanitaire. Et donc, j'ai mis l'étrier dans le recrutement dans un premier temps, grâce à un apprentissage chez Safran. Et puis après, dans un grand groupe, voilà. Et après, ce qui m'a donné en tout cas l'expérience pour voler de mes propres ailes. Et j'ai fait donc ce qu'on appelle un VIE, volontariat international en entreprise, dans une grande agence de recrutement qui était Mathis avec Mathis Benelux, puisque j'étais rattachée à la filière de la Belgique. Et après, j'ai vécu 5 ans à Londres, où j'ai eu une expérience entrepreneuriale, où je mettais en relation notamment des étudiants français pour leur trouver des stages à l'étranger. Donc, j'ai fait ça 2 ans et j'ai beaucoup appris. C'était vraiment ma première expérience entrepreneuriale. Et après, je suis retournée un peu dans le monde du salariat, comme quand on est freelance, on peut vaquer, échanger. Exactement. Voilà, donc faut pas avoir peur de ça. Et donc, j'aurais pris un CDI à Londres, dans du recrutement robotique, donc très technique. Moi, j'ai toujours été dans la technique. Jusqu'un jour, il y a un client qui me dit, écoute Maude, on vient de lever 3 millions d'euros. Est-ce que tu veux nous aider à passer de 15 à 80 personnes? Et j'ai dit, let's go, on y va. Beau challenge. Voilà, beau challenge. Et donc, j'arrive à Paris. Et donc, 2 ans pour entre guillemets, le mot des startups pour scaler l'entreprise. Oui. Voilà. Et progressivement, le CEO m'a fait beaucoup confiance et j'ai pris des missions RH, notamment sur tous les sujets de grille salariale, de diversité hommes-femmes, tous les sujets un peu quotidiens que l'on peut avoir au niveau RH. Et puis j'ai grandi dans cet univers de start-up et j'ai rejoint après plus tard une scale-up où on est passé de 50 à 350. Et là, j'ai pris toute l'ampleur de la fonction RH avec tous les sujets de diversité. On avait des bureaux un peu partout dans le monde, donc il y avait aussi tous les sujets d'internationalisation des talents qui étaient très forts à l'époque, dont le remote, puisque c'était en plein Covid que j'ai pris possession de mes fonctions, donc il y avait aussi ces problématiques de remote, et tout ce qui est automatisation, comment faire grandir la fonction RH quand on grandit comme ça de 50 à 350, et aussi la culture d'entreprise. Donc c'était des sujets qui ont vraiment nourri mon apprentissage RH, et puis je pense que comme beaucoup de gens pendant le Covid, il y a eu beaucoup de remises en question, et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie j'avais 34 ans. On peut encore se poser des questions à 34 ans. Et c'est là où oui. Et c'est pour ça que je me suis lancée à mon compte. Il y a 2 ans, en mode, j'ai envie de vivre où je veux. Donc aujourd'hui, par exemple, je vis à Lisbonne. J'ai envie de prendre la parole, donc de plus me sentir censurée sur ce que j'avais envie de partager, et de mieux contrôler mon temps. Donc ça a été mes 3 moteurs pour me lancer à mon compte. J'ai démarré dans le recrutement. J'ai grandi après aussi dans les RH, et aujourd'hui, donc j'accompagne premièrement donc des entreprises dans leurs problématiques RH et recrutement, et notamment donc sur l'employé advocacy qui est aujourd'hui un de mes sujets favoris en entreprise. Et aussi, j'ai créé une communauté qui s'appelle Worldmakers qui accompagne les pros des RH à se lancer et à accélérer leur activité commerciale. D'accord, donc un parcours riche, international. Très riche, voilà. Très bien. Alors, l'employé advocacy, donc, oui. On va en parler. Déjà, est-ce que tu peux nous le définir? Oui. Donc, l'employé advocacy, c'est une terminologie anglo-saxonne. Donc, ça veut dire, c'est moins glamour, on va dire, en français. C'est promotion de l'entreprise vers ses salariés, tout simplement. Donc, c'est que les salariés soient des ambassadeurs ou des ambassadrices, de la marque employeur, donc de l'entreprise, pour faire résonner leur message à l'externe, donc notamment sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, à quoi ça sert pour une entreprise? Je vais poser la question de la façon la plus naïve possible. Oui. Pourquoi une entreprise, finalement, investirait du temps, de l'énergie pour créer justement cette émulation et le fait que ses salariés parlent d'elle en bien à l'extérieur?
Je pense qu'il y a deux objectifs principaux aujourd'hui, en tout cas de ce que je vois. Il va y avoir un objectif purement business, c'est-à-dire aujourd'hui on est dans le digital, notamment la nouvelle génération, la Gen Z par exemple, 80% des jeunes passent leur temps sur notamment Instagram aujourd'hui. Donc les réseaux sociaux font partie intégrante de nos quotidiens et pour une partie business, c'est important de ne pas se fermer des portes et de pouvoir en tout cas communiquer sur les réseaux sociaux, donc partie business. Et pour la partie, on va dire, moi, celle qui m'intéresse le plus, c'est recrutement et RH. C'est comment demain attirer les talents de demain à intégrer une entreprise. Et qui de mieux que les salariés pour prendre la parole et d'en parler le plus authentiquement possible. Donc comment on met finalement ça en œuvre? Parce que l'entreprise, évidemment, tous les groupes structurés avec un service RH suffisamment mature met en œuvre des politiques vis-à-vis de la marque employeur. Mais ce que tu évoques, ça va plus loin finalement. C'est que cette marque employeur, au-delà d'être portée par l'entreprise, les voies officielles, les RH, elle doit rayonner dans l'organisation globalement. Et notamment, si une organisation est internationale ou différentes agences sur le territoire, le fait de pouvoir propager ça, il faut mettre en place un certain nombre d'actions, j'imagine. Ça vient pas tout seul. Une bonne marque employeur, est-ce qu'une bonne marque employeur génère naturellement l'employé advocacy ou il faut mettre autre chose? Non, aujourd'hui, l'employé advocacy, c'est pas forcément quelque chose de naturel. La marque employeur, souvent, c'est pas encore bien pris dans sa globalité auprès des départements RH. On n'a pas forcément beaucoup de temps pour s'en occuper. C'est souvent délégué aussi au département marketing, aux communications. Donc aujourd'hui, on est au démarrage. Il y a des choses extraordinaires qui ont été faites sur la marque employeur. Il faut remettre les choses en ordre. Mais l'employé advocacy, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Donc c'est pour ça que c'est un peu une innovation RH, et on l'a vu notamment en 2023. Il faut savoir que il y a plus de 56% d'engagement supplémentaire, notamment sur le recrutement, grâce à l'employé advocacy, grâce à la prise de parole sur des employés sur les réseaux sociaux pour attirer de nouveaux talents. Donc c'est quand même un chiffre qui est assez fort. Surtout qu'on est en pleine guerre des talents. Donc Exactement. Et donc c'est comment en fait devenir remarqué dans la tête des talents. Et c'est tout l'enjeu en tout cas de l'employé advocacy qui doit être porté par notamment le département RH, mais pas que. Ça doit être vraiment un projet d'entreprise parce qu'en effet, prendre la parole sur les réseaux sociaux, ça peut faire peur. Pour les entreprises, on se souvient du bad buzz du slip français avec le blackface qui a été assez difficile à gérer en termes de communication. Et ça peut faire peur aussi aux salariés. Tout le monde n'est pas formé et à l'aise pour parler d'un moment, d'une émotion, d'un partage sur les réseaux sociaux. Donc c'est sûr que il y a en tout cas un accompagnement à avoir sur ce sujet-là, mais que l'impact derrière est décuplé par la force de la preuve sociale qui c'est toujours mieux que ce soit les salariés qui parlent de l'entreprise qu'un CEO, qu'un directeur, qu'un manager. Surtout que typiquement, et si on parle de LinkedIn, qui est un réseau social que tu connais très très bien, on dit souvent que les profils personnels ont plus de portée que les pages entreprises. Donc il y a une prime supplémentaire au fait que chaque salarié puisse aussi prendre la parole. Et l'accompagner, on peut évidemment penser que c'est un enjeu parce que, comme tu le dis très bien, tout le monde ne se sent pas à l'aise. Il peut y avoir une forme de peur. Est-ce que je sais écrire? Est-ce que mon contenu va être jugé? Donc, est-ce que pour toi, ça c'est quelque chose qui doit être piloté par les RH ou est-ce que les managers aussi dans l'organisation ont aussi un rôle à jouer? Et corollaire de cette question, l'employé advocacy, OK pour les grands groupes, est-ce que tu penses qu'une PME, tout type d'organisation peut se lancer là-dedans? Donc, dans un premier temps, pour répondre à ta première question, en effet, aujourd'hui, l'employé advocacy doit être cadré par l'entreprise. Ça, c'est vraiment important pour éviter, en effet, s'il y a des sujets sensibles, des sujets sur lesquels l'entreprise n'est pas forcément
à l'aise de créer une sorte de manifesto ou de règles à suivre, entre guillemets, sans être non plus trop restrictif, mais des sujets voilà, comme le blackface, des sujets voilà, de société qui font sens, en tout cas, dans nos quotidiens. Et pour la partie salariée, c'est aussi de les accompagner, donc trouver, déjà dans le premier temps, c'est déjà analyser sa maturité digitale. Une entreprise qui en a jamais fait, une entreprise qui a déjà mis quelques points en place, mais ça va pas être le même accompagnement. Donc déjà, en premier temps, analysons la maturité digitale de l'entreprise. Et deuxièmement, c'est trouver des ambassadeurs, des ambassadrices qui sont déjà à l'aise sur les réseaux sociaux, on a des talents cachés en entreprise et des fois on ne sait pas forcément tout ce que nos salariés font. Et donc, ça allait trouver ces ambassadeurs, ces ambassadrices qui vont être le noyau fort, qui vont impulser en tout cas cette politique d'employé advocacy pour que progressivement d'autres salariés se disent c'est génial ce que tu fais, je peux le faire moi aussi, je peux y arriver, tu vois. Et moi, le déclic, tout à l'heure tu me posais la question, le déclic pourquoi j'ai pris la parole sur les réseaux sociaux il y a 2 ans, c'est en fait j'avais une amie qui prenait la parole et qui faisait 2000, 3000 likes, et je me suis dit, mais si elle peut le faire, moi aussi je peux le faire en fait. Et c'est ça que j'ai envie de partager, c'est que tout le monde peut le faire. Et tu le fais d'ailleurs aujourd'hui. Et je le fais aujourd'hui. J'ai plus de 65 000 abonnés et je suis là avec toi aujourd'hui. Donc il y a en tout cas les résultats du travail qui est fourni. Donc tout le monde peut le faire. Après, c'est sûr, il faut être accompagné. Il faut savoir écrire, il y a des façons de faire. Et l'objectif avec des programmes d'emploi advocacy, c'est d'arriver à ce niveau-là d'engagement sur les réseaux sociaux, et ce qui permet en tout cas derrière de se faire entre guillemets allez, je vais être un petit peu clivante, de plus recruter entre guillemets. Voilà. Il faut le dire, faut être clair. Est-ce que tu as un exemple qui devient d'organisation qui est un exemple, une très belle illustration quand c'est bien fait, de ce que ça peut donner? Oui, donc on pourrait se dire les grands groupes ou les institutions publiques sont conservateurs, ils vont pas dans l'innovation. Voilà, on peut avoir ce genre de stéréotypes. Mais moi, il y a un exemple que j'aime bien donner, c'est l'armée de terre, que je trouve qu'ils font un travail formidable en termes de prise de parole sur les réseaux sociaux et aussi en termes de communication à l'extérieur. Ils ont tout compris. Ils font en tout cas résonner des émotions de patriotisme, d'engagement, et je trouve qu'ils font quelque chose d'assez intéressant. Il y a aussi cette entreprise que j'aime bien aussi donner en exemple, qui est La Vie. Je sais pas si tu connais, c'est une nouvelle société qui propose de la nourriture végétalienne, et qui en tout cas joue beaucoup de ce côté-là. Et aussi pareil, il y a beaucoup de belles choses qui sont faites autour de ces entreprises-là. Donc, et pour ta deuxième question sur la partie PME, petite entreprise, en fait, c'est juste déterminer mon objectif. Et c'est ce que j'ai envie de dire à des directeurs, directrices, des fondateurs, fondatrices, c'est aujourd'hui quel va être mon objectif. Est-ce que j'ai un objectif business? Est-ce que j'ai un objectif de recrutement, un objectif de notoriété? Qu'est-ce que j'ai envie de sortir de ce programme-là? Et derrière, de mettre en place des actions. Et tout le monde à 1 à 2 heures par semaine, au lieu de scroller sur Instagram pour aller écrire un post, un partage sur les réseaux sociaux. Alors justement, si on devait un petit peu synthétiser tout ça pour avoir quelques conseils, alors il y en a pas mal que tu as déjà listés. Tu as parlé justement d'analyser dans sa courbe de maturité numérique où est-ce qu'on était, les ambassadeurs. Voilà, il y a différents... définir ses objectifs, c'est quand même la base, comme dans beaucoup de sujets et de projets. Oui. Est-ce que tu pourrais nous faire 4-5, un peu la checklist des premiers conseils que tu donnerais? Exactement. Donc, je pense déjà, dans un premier temps, c'est vraiment fédérer l'équipe de direction sur l'importance, en fait, de prendre la parole sur les réseaux sociaux et eux-mêmes. Et moi, je pars toujours de ce postulat-là, c'est il faut donner l'exemple. Oui. Donc, elles doivent aussi donner l'exemple sur prendre la parole sur les réseaux sociaux.
Ça va être en effet donc de définir les objectifs, business, recrutement RH ou de notoriété. C'est aussi tout à fait possible. Et troisième, donc la maturité digitale, comprendre où l'entreprise en est sur est-ce qu'il y a déjà une équipe marketing? Oui, non. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites déjà sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà pris la parole sur les réseaux sociaux, et donc de faire un mini audit en fait, voilà, de ce qui est fait. Quatrième point, ça va être en effet d'aller trouver ces ambassadeurs, ces ambassadrices. Cinquième point, de les former. Donc grâce à des formations notamment que je peux proposer en tout cas, et de former en tout cas ce noyau-là. Et derrière, le dernier point, ça va être de créer un système pour, en effet, c'est du temps de travail, donc ça peut être en effet quelques heures par semaine, donc de faciliter, de créer un système d'automatisation pour que le travail soit le plus simple pour eux, donc soit en déléguant la partie contenu ou en les salariés écrivant eux-mêmes leur poste. Donc ça va dépendre en tout cas du temps alloué à cette fonction-là, et de déterminer donc des KPIs, de l'analytique, des données pour comprendre, de faire un avant-après et d'analyser en tout cas les performances du programme d'employé advocacy. D'accord. Si je comprends bien, c'est à la portée de tous. Ça demande quand même de la méthode, de la constance, voilà, du travail, de la préparation. Un peu de budget, voilà. Un peu de budget, mais je dis pour avoir les résultats attendus. Voilà. Tu donnais quelques chiffres qui peuvent être, évidemment, en retour sur investissement, qui peut être très, très, très intéressant. Et nous, dans le recrutement notamment, au lieu d'aller, entre guillemets, jeter de l'argent dans des agences de recrutement qui ont une fonction court terme, j'ai un besoin, je trouve, et je paye. Là, on va aller investir dans une force en entreprise qui sont nos salariés pour qu'ils puissent prendre la parole. Donc l'actif, voilà, l'actif. Donc c'est un peu en marketing, c'est un peu le SEO. C'est un peu le SIA. Voilà, c'est un peu le SIA. Exactement. Les agences, c'est un peu le SIA, et d'investir dans ses salariés, c'est plutôt le SEO, l'employé advocacy. Mais par contre, les retours vont être phénoménales sur le moyen long terme. Et donc je trouve ça génial en fait. J'aime beaucoup cette analogie. C'est très parlant. Merci beaucoup, Maude. Je t'en prie. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cette interview. Vous pouvez retrouver toutes nos interviews sur notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt.